Nous sommes à l'automne 2001 et tout se passe bien dans la vie d'Abdullah Al-Malki. Sa nouvelle entreprise d'exportation de produits électroniques fonctionne très bien. Il vient d'emménager dans la région d'Ottawa avec sa femme, leurs 3 enfants et ses parents. Tout va bien, sauf que dès qu'il sort de chez lui, il a l'impression d'être suivi. Une voiture, toujours la même, me suivait. Elle disparaissait, revenait et disparaissait encore. À partir de ce moment, je me suis mis à vérifier régulièrement derrière moi. Et il est bel et bien pris en filature par le Service canadien du renseignement de sécurité et par la GRC. C'est le passé d'Al-Malki qui les a mis sur sa piste. En 1995, fraîchement diplômé de l'Université Carleton, Al-Malki part en Afghanistan. Il travaille pour l'ONU et pour une ONG canadienne dirigée par Ahmed Saïd Kader. Ce Canadien d'origine égyptienne sera par la suite identifié par le SCRS comme un proche d'Oussama Ben Laden. Son travail à l'ONG rend Al-Malki suspect aux yeux du SCRS. À son retour au Canada, en plus des filatures, les agents lisent son courrier et scrutent ses appels téléphoniques, ainsi que ses transactions bancaires. Puis surviennent les attaques du 11 septembre. À partir de ce moment, la pression sur la GRC et les services de renseignement grimpe radicalement. On ignorait s'il y aurait une 3e, 4e ou 5e attaque. Nous devions rester alertes. Richard Faden, ex-directeur du SCRS, est à l'époque conseiller en sécurité du premier ministre. À ce moment-là, il fallait savoir ce qui se passait au Canada et aussi chez nos alliés. Qu'est-ce qui se passait dans le monde? Qui partait à l'étranger? Qui revenait au pays? On savait qu'il fallait collaborer beaucoup plus entre nous et se transmettre davantage d'informations. Au quartier général du SCRS à Ottawa, le message est lancé. Il faut trouver les cellules d'Al-Qaïda au pays. Et les soupçons se portent immédiatement sur Abdullah Al-Malki. C'est l'ex-agent Phil Gursky qui était responsable du dossier. Vous avez des spécialistes du renseignement passionnés, loyaux, qui font de leur mieux pour la sécurité du pays et des citoyens. Ils font tout ce qu'ils peuvent. Qu'est-ce qu'on peut demander de mieux? Nos collègues de la CBC ont obtenu plus de 18 000 documents secrets du SCRS et de la GRC. Ils révèlent pour la première fois de stupéfiants exemples de violation des droits de la personne et de complicité lors de cas de torture. Quelques semaines après les attaques du 11 septembre, des agents de la GRC sont convoqués par le SCRS qui sollicitent leur aide pour faire avancer les enquêtes de contre-terrorisme. Tout renseignement doit être transmis immédiatement aux autres agences occidentales. Dans le compte-rendu de cette rencontre, on note qu'Abdullah Al-Malki est une cible prioritaire du SCRS depuis 2 ans. Al-Malki a été identifié comme un possible agent d'approvisionnement de l'organisation Ben Laden. Le mot-clé dans cette phrase est le mot « possible ». Mais le lendemain, le mot « possible » est retiré de la note de la GRC. On écrit qu'on croit qu'Al-Malki est un agent d'approvisionnement pour Ben Laden et Al-Qaïda. La GRC envoie aussitôt une alerte à travers le monde. Abdullah Al-Malki est décrit par le SCRS comme un membre important d'Al-Qaïda. Cet avis est aussi transmis à la CIA. Al-Malki est maintenant surveillé 24 heures sur 24. Mais des agents de la GRC s'étonnent de l'image alarmiste de terroristes que leur propose le SCRS. Ils ne constatent rien de suspect. Un mémo d'un agent de la GRC décrit Al-Malki ainsi.
Le groupe de travail arrive difficilement à établir quoi que ce soit sur lui, sinon qu'il s'agit d'un Arabe qui se déplace un peu partout. Bien que son comportement n'ait rien de suspect, les soupçons s'accumulent rapidement. En novembre, Al-Malki quitte le pays et se rend en Malaisie faire un long séjour chez sa belle famille. Sa femme et ses enfants le rejoignent. En Malaisie, on le surveille. Ses appels sont sous écoute électronique. Le SCRS apprend qu'il doit visiter sa grand-mère en Syrie. La CIA en est aussitôt avisée. Le 28 mars 2002, un rapport confidentiel de la GRC sur Al-Malki signale: on nous a aussi informé que cet individu a été mis sur une liste de surveillance. Il sera donc détenu et interrogé. La vie d'Al-Malki est sur le point de basculer. Ce qui est central dans l'affaire Al-Malki, c'est que le SCRS a décidé de transmettre ses soupçons pas seulement à des pays alliés comme les États-Unis, mais aussi au régime syrien de Bachar al-Assad, malgré son bilan épouvantable en matière de droits de la personne. Les agents canadiens venaient donc de s'associer de près aux gestes du renseignement militaire syrien. Le transfert direct d'informations du Canada vers Interpol en Syrie est évident d'après les documents. Si le gouvernement canadien et ses agences refusaient de transmettre des renseignements à des pays qui, au moindre soupçon, ont recours à de mauvais traitements, et je ne dénigre pas ce point de vue, on n'aurait tout simplement pas de service de renseignement. Le 4 mai 2002, Abdullah Al-Malki arrive en Syrie. Il n'a aucune idée des informations qui circulent dans le monde à son sujet. Des policiers l'attendent et l'amènent à la prison Far-Palestine, au centre-ville de Damas. C'est là qu'il rencontre son premier interrogateur. Il m'a dit, voulez-vous que l'interrogatoire se passe bien ou mal? Cette reconstitution s'appuie sur les récits de témoins oculaires, les rapports de groupes de défense des droits de la personne et du département d'État américain. Il demandait, connaissez-vous cette personne? J'ai dit, donnez-moi 10-15 minutes, plus si vous voulez, et on clarifie tout ça. C'est là que j'ai reçu le premier coup. Le coup était très puissant. Ils m'ont enlevé ma dignité en me frappant, et mon humanité. Et ça m'a profondément humilié. Ensuite, tout s'est passé très vite. Ils m'ont dit, couche-toi par terre sur le ventre. Et ils se sont mis à frapper la plante de mes pieds avec un câble électrique. Ils m'ont demandé quels étaient mes liens avec Al-Qaïda. Je répondais du mieux que je pouvais. Mais ça ne donnait rien. Rappelons que la GRC avait dit aux Syriens qu'Al-Malki était un membre haut placé d'Al-Qaïda. Il voulait qu'il avoue être le bras droit d'Oussama Ben Laden. Quand Al-Malki leur a rappelé que tout le monde savait que le bras droit d'Oussama Ben Laden était Ayman al-Zawahiri, ces tortionnaires lui ont dit d'avouer qu'il était le bras gauche de Ben Laden. Au bout de toutes ces heures de torture, j'ai fait de faux aveux. J'ai dit que j'étais son bras gauche. En fait, à cette étape, s'ils m'avaient demandé si j'étais un canard, j'aurais dit oui, bien sûr. Je serai ce que vous voulez. Et le 3e jour de sa détention, ces tortionnaires l'ont obligé à se glisser dans un pneu de voiture. La partie intérieure du pneu poussait contre ma nuque. J'étais plié en deux et complètement immobilisé. Ma tête, mes bras, mes parties génitales, mon dos, tous ces endroits étaient vulnérables. Et ils n'en ont épargné aucun. Voilà plus de 4 mois qu'Al-Malki est détenu en Syrie. Qu'entend faire le Canada à son sujet?
Une réunion est convoquée au ministère des Affaires étrangères à Ottawa. La GRC y est représentée par un officier supérieur, Michel Cabana. Il estime qu'il faut transmettre des questions aux enquêteurs syriens pour qu'ils les posent à Al-Malki. Cette note classée secrète précise: l'inspecteur Cabana croit qu'il serait prudent de commencer à préparer des questions à partir de l'enquête Projet A au Canada. Les responsables syriens s'en serviraient pour interroger Al-Malki. Lors de son témoignage devant le juge O'Connor, Michel Cabana a plus tard admis qu'il savait que des Canadiens étaient peut-être torturés. Mais il est allé de l'avant car la sécurité du pays est en jeu. Ça peut vous sembler choquant, mais notre devoir de protéger la population canadienne nous oblige de temps en temps à travailler avec des pays qui n'ont pas le même bilan que nous au chapitre des droits de la personne et des conditions de détention des prisonniers. L'inspecteur Cabana se trompe. Dans des cas où il y a torture, ces raisons-là ne tiennent plus. Alex Neave dirige Amnesty International Canada. Le droit international est très clair à ce sujet. Il y a des obligations fondamentales et le Canada est tenu de les respecter. Il est inquiétant et choquant que la GRC n'ait pas retenu ces règles de base. Rien ne justifie d'exposer une personne à la torture. Le ministère des Affaires étrangères est aussi présent à cette rencontre du 10 septembre. Ses représentants annoncent que Franco Pilarella, l'ambassadeur du Canada en Syrie, a offert son aide. Le diplomate propose d'aller en personne remettre au service de renseignement syrien les questions qui seront posées à Al-Malki. Il témoignera par la suite qu'il était au courant d'allégations de torture en Syrie, mais que sans témoin, on ne peut affirmer avec certitude qu'il y a eu torture. Vous étiez à une rencontre au ministère des Affaires étrangères, dont le procès-verbal précise que les questions seraient envoyées en Syrie, malgré le risque de torture. En fait, l'ambassadeur Pilarella les a même transmises en personne au service de renseignement qui torturait Al-Malki. Je trouve qu'il serait un peu facile pour vous et moi de lire ce procès-verbal après coup. Je me risquerais plutôt à suggérer que ce jour-là, les participants ont agi en toute bonne foi et qu'ils ont cru qu'il fallait le faire pour mieux protéger notre pays. Pendant ce temps, les mois passent et les interrogateurs syriens torturent Abdullah Al-Malki. Ils le suspendent par les poignets au barreau d'une fenêtre et le fouettent. Ils nomment cette torture Shabbat. Ce jour-là, ils me fouettaient avec une ceinture, pas avec des câbles électriques. Si mes réponses tardaient à venir, ou si elles ne leur plaisaient pas, ils me fouettaient plus fort, jusqu'à ce que ma réponse leur plaise ou qu'elle soit assez rapide. Mais après un certain temps, peu importe la force des coups de fouet que je recevais, je n'arrivais plus à remuer les lèvres. Alors ils m'ont détaché et je suis tombé au sol. Et j'avais vraiment très mal aux mains. C'était comme si des milliers d'aiguilles y avaient été plantées. En fait, la douleur était devenue tellement extrême que j'en suis venu à souhaiter qu'on me coupe tout simplement les mains. C'était insupportable. À Ottawa, le 21 novembre 2002, le SCRS et la GRC veulent maintenant participer aux interrogatoires d'Abdullah Al-Malki en Syrie. Une note envoyée au commissaire de la GRC, Giuliano Zaccardelli, annonce « Selon nos dernières informations, les autorités syriennes seraient ouvertes à ce que des membres du SCRS supervisent les interrogatoires d'Al-Malki. » Le SCRS suggère aux autorités syriennes que la GRC assiste elle aussi à ces interrogatoires. 2 jours plus tard, une délégation du SCRS arrive à Damas. On ne permettra pas à ses membres d'assister aux interrogatoires, mais les questions de la délégation ont été remises aux tortionnaires. Un jour, j'ai vu que pour me poser ces questions, il utilisait un document dont le titre était « Rencontre avec la délégation canadienne les 23 et 24 novembre ». Ils n'ont même pas cherché à cacher que les questions qu'il posait et les informations qu'il recevait venaient du Canada et même qu'il rencontrait des responsables canadiens.
Dans la foulée du 11 septembre, le SCRS scrute chaque Canadien qui, durant les années 90, a visité des pays en lien avec le terrorisme, comme l'Afghanistan. Abdullah al-Malki est le premier suspect. Mais le SCRS cherche aussi des personnes qui connaissent al-Malki et qui se sont rendues aussi en Afghanistan. Les soupçons se portent sur le canado-égyptien Ahmad El-Mahati. Au début des années 90, après des études à l'université Concordia, il a combattu le régime pro-soviétique en Afghanistan. Selon lui, il n'était que chauffeur d'ambulance et cuisinier. De retour au Canada, il téléphone à Abdullah al-Malki. En janvier 2001, le SCRS informe la CIA qu'El-Mahati a communiqué avec plusieurs islamistes extrémistes de sa région, dont Abdullah al-Malki. Selon l'ex-agent du SCRS, Phil Gursky, c'est la façon de faire habituelle. Quand on enquête, on cible parfois un individu. Puis on voit que d'autres personnes gravitent autour de lui. Et parfois, parmi ces contacts, certains deviennent plus intéressants que l'individu ciblé au départ. On se met donc à chercher si une de ces nouvelles personnes pourrait être impliquée. El-Mahati est camionneur et son nom est inscrit sur une liste de surveillance américaine. Le 16 août 2001, alors qu'il entre aux États-Unis, il est intercepté par des douaniers américains. Après une fouille, il trouve une carte suspecte dans la cabine. Il s'agit d'une carte où sont indiqués l'édifice d'énergie atomique du Canada, une mine d'uranium de l'entreprise Eldorado et des laboratoires de contrôle des maladies et d'études des virus. Tout cela laisse croire qu'El-Mahati va attaquer des installations nucléaires ou biotechnologiques. Les autorités américaines informent le SCRS et la GRC. Le renseignement et les informations qui circulaient sur ces individus laissaient croire qu'ils représentaient une menace pour le pays. Ils n'ont pas été choisis au hasard et remis entre les mains de la GRC avec toutes les conséquences que cela allait entraîner. Mais en fait, la carte compromettante n'est pas si suspecte que cela. C'était une carte photocopiée très banale qu'on remet souvent aux livreurs et aux camionneurs pour les aider à trouver leur destination à travers tous les édifices. La situation n'avait rien de louche. C'est une carte normale et il n'y a rien d'exceptionnel à ce qu'elle se retrouve dans une cabine de camion. Pourtant, le 28 septembre 2001, l'ambassade des États-Unis envoie une lettre au commissaire de la GRC, Giuliano Zaccardelli, à propos d'Ahmad El-Mahati. La lettre contient la fameuse carte, des copies de son passeport et ses cartes d'identité, ainsi que des photos et des billets d'avion de ses déplacements entre le Canada et la Syrie. Les Américains demandent qu'El-Mahati soit arrêté et détenu. La GRC réalise qu'il lui manque de preuves, mais elle a un plan. En novembre 2001, El-Mahati est suivi à l'aéroport. Il prend un vol vers la Syrie où il se rend pour son mariage. La GRC en avise les Américains, sachant qu'il sera arrêté à son arrivée. El-Mahati atterrit à Damas le lendemain. Il est aussitôt conduit à la prison de Far-Palestine où il sera interrogé par le renseignement militaire syrien. Ils m'ont emmené dans un bureau, probablement d'un officier supérieur. Ils m'ont mis un sac sur la tête et m'ont menotté les bras derrière. L'homme m'a parlé en arabe et m'a dit « Raconte-moi tout ». Je lui ai demandé « Comment ça, tout? Qu'est-ce que vous voulez savoir ?» Il a répondu « Je vais t'apprendre à parler ». Et ils se sont aussitôt mis à me frapper le visage, en me disant que c'est comme ça qu'ils allaient m'apprendre. Ils se sont mis à me poser toutes sortes de questions sur ma vie au Canada. Et ce genre de questions ne pouvaient provenir que de gens au Canada. Le 15 novembre 2001, à Ottawa, la GRC s'inquiète. Elle ne veut surtout pas que son implication dans ce qu'on fait subir à Ahmad El-Mahati soit découverte par qui que ce soit, y compris par des responsables au consulat canadien à Damas. Les courriels internes montrent que la GRC savait très bien ce qu'El-Mahati allait subir. Il sera arrêté et interrogé à la syrienne. Et au sous-sol de sa prison à Damas, El-Mahati apprend comment on interroge à la syrienne.
Ils ont attaché mes jambes à mes mains par en arrière. Ils m'ont immobilisé. Je me sentais comme un animal qu'on va tuer au sol. Je ne pouvais plus bouger. Et ils ont commencé à me torturer. Ils m'ont fouetté de toute leur force, partout sur le corps. La douleur, les cris, c'était vraiment incroyable. L'officier s'est approché et il m'a dit « Tu vas voir ce que je vais te faire ». Il s'est mis à me brûler le menton et la jambe. Je me suis mis à hurler. Alors il m'a dit « Maintenant, je vais te brûler les yeux ». Je me suis mis à crier « Non, je vous en supplie. Je ferai tout ce que vous demanderez. Vraiment, tout ce que vous voudrez. J'écrirai tout ce que vous me direz. » Il avoue donc qu'il est membre d'une cellule d'Al-Qaïda au Canada. Puis on veut qu'il avoue un projet d'attentat contre l'ambassade des États-Unis à Ottawa. Mais El Mahati craint d'être envoyé à Guantanamo. Alors je lui ai répondu « Non, non. Ce n'est pas à l'ambassade des États-Unis, mais au Parlement du Canada. » Ça l'a beaucoup surpris. Il m'a regardé et il m'a dit « Oui, c'est bien plus fort. Ça, c'est vraiment meilleur comme cible. » Alors, Vous inventiez bien tout sûr. pour éviter d'être envoyé aux États-Unis. pour qu'ils arrêtent de me torturer. Les aveux d'El Mahati sont aussitôt envoyés au quartier général de la GRC à Ottawa. En commission d'enquête, Michel Cabana a dit qu'il savait qu'on avait peut-être soutiré des aveux sous la torture. Mais en ajoutant, à mon avis, peu importe les circonstances de l'interrogatoire, les aveux qu'il a fournis demeurent valides. Le 2 janvier 2002, après 7 semaines de détention dans une prison syrienne, El Mahati est envoyé non pas au Canada, mais au Caire. L'Égypte accueille alors des prisonniers du monde entier qui sont transférés par les États-Unis. Ils y sont torturés sous la supervision de la CIA. El Mahati y est resté détenu des mois, menotté dans une étroite cellule, infesté d'insectes et de rats. Ils m'apportaient du riz sur un morceau de pain. J'étais détenu en isolement, avec comme toilette un simple trou à même le sol. Des rats en sortaient et il y avait d'énormes coquerelles. Je les voyais manger ma nourriture. Je devais partager mon repas avec les rats et les coquerelles. Les documents secrets que nous avons en main démontrent que le ministère des Affaires étrangères du Canada savait que des Canadiens étaient torturés à l'étranger. En août 2002, des responsables de l'ambassade canadienne rencontrent Ahmad El Mahati à la prison de Tora, au Caire. Ils notent que la condition physique et le moral du sujet nous ont semblé bons. Il était calme et s'exprimait de façon rationnelle. Le sujet nous a informé qu'au cours des 2 mois de sa détention en Syrie, on l'a battu aux pieds, aux jambes, torturé, décharge électrique et forcé de donner de fausses informations. Certains responsables au ministère des Affaires étrangères s'inquiètent des tortures subies par des Canadiens détenus à l'étranger. Mais le SCRS et la GRC craignent qu'El Mahati ne soit libéré par les Égyptiens et auraient fait part de ces craintes aux autorités égyptiennes. En août 2002, cette note de la GRC précise avoir reçu l'assurance des autorités égyptiennes qu'El Mahati ne sera pas libéré de sitôt. Le SCRS a été invité à se joindre à la préparation des questions qui lui seront posées. À la GRC, l'inspecteur Michel Cabana souhaite aussi que ses agents participent aux interrogatoires en Égypte. L'inspecteur Cabana explique que la préparation de l'entretien prévu avec El Mahati en Égypte était commencée. Les représentants du consulat canadien en Égypte demandent à El Mahati de rencontrer des policiers canadiens à la prison. Il refuse et dit qu'il ne parlera aux policiers canadiens qu'en territoire canadien. Il va bientôt le regretter. Ils m'ont emmené tout droit à la salle d'interrogatoire, ou de torture en fait. Ils m'ont électrocuté. Ils me donnaient des décharges électriques partout sur le corps.
Il disait « Pourquoi tu as refusé la demande de l'ambassade pour rencontrer les gens des services de sécurité canadiens? La prochaine fois, dis-leur oui. » L'ambassade canadienne venait de s'impliquer directement dans la torture que je subissais. L'ex-agent du renseignement au SCRS, Phil Gursky, regrette certaines décisions prises dans le dossier El Mahati. Même après qu'El Mahati ait dit au ministère des Affaires étrangères qu'on le torturait en Syrie et que le SCRS et la GRC le savaient, ça a continué. Le partage d'informations, l'envoi des questions, c'était toujours correct? Non, ce n'est pas correct. Selon moi, dès qu'on a la certitude ou des preuves partielles qu'un Canadien subit de mauvais traitements, on devrait cesser toute coopération à ce moment-là. Tout à fait. Le 31 mai 2002, une délégation de policiers canadiens se rend au quartier général du FBI à Washington. Le chef des enquêtes antiterroristes, Michel Cabana de la GRC, y fait une présentation suggérant une réponse globale dans la lutte au terrorisme. Il nomme 2 suspects canadiens, Abdullah Al-Malki et Ahmad El Mahati, qui ont déjà été torturés à l'étranger. La GRC ajoute un 3e nom à sa liste de suspects, Maher Arar, une décision qu'elle regrettera. Pour Maher Arar, tout commence peu après le 11 septembre. Des agents du SCRS l'observent dans un café d'Ottawa en compagnie d'Abdullah Al-Malki. 4 mois après la présentation de Cabana pour le FBI, Arar est arrêté lors d'une escale à l'aéroport JFK de New York. Il se retrouve quelques jours plus tard en Syrie, dans la même prison où sont torturés les autres Canadiens. Les documents obtenus par CBC et Radio-Canada démontrent qu'on connaissait très bien leur cas à Ottawa. Le 21 novembre 2002, le commissaire de la GRC, Giuliano Zaccardelli, reçoit cette note d'information secrète. Les autorités syriennes nous ont avisé qu'Arar a avoué être impliqué dans le recrutement au Canada de candidats pour l'organisation Al-Qaïda. Cet aveu brosse un portrait clair des liens de Maher Arar en tant que recruteur avec Abdullah Al-Malki et Ahmad El Mahati. Des informations mensongères obtenues par la torture. C'est à l'été 2003 que les médias parlent enfin de ces Canadiens détenus et torturés à l'étranger. La femme de Maher Arar milite publiquement pour obtenir sa libération et exige de l'action de la part du gouvernement. My husband has been suffering a lot. He has been in solitary confinement. His own children are missing him. Nous sommes à l'été 2003 et la pression est très forte sur le gouvernement pour qu'il fasse libérer les 3 Canadiens torturés à l'étranger. Mais pendant ce temps, le SCRS et la GRC veulent pousser un autre Canadien vers la salle de torture pendant qu'elle est encore accessible. Moyed Nourdine était le directeur d'une école islamique à Toronto. Il s'est rendu plusieurs fois dans le nord de l'Irak pour y voir sa famille. Dans ce document du SCRS, on lit qu'il était soupçonné d'avoir acheminé de l'argent entre Toronto et l'Irak en 2002. L'année suivante, le SCRS affirme le rôle joué par Noureddine dans le mouvement extrémiste islamique est confirmé par sa récente participation au transfert d'argent à un groupe terroriste dans le nord de l'Irak. Nourdine dément tout lien avec quelque organisation terroriste que ce soit. En 9 ans, je me suis rendu 3 fois en Irak. Comment peut-on être un messager et faire juste 3 voyages en 9 ans? Et en transportant si peu d'argent? Une grosse organisation n'aurait pas pu survivre avec l'argent que j'avais. Pour vous, c'est absurde. Absurde. L'argent était pour ma famille. Nourdine a toujours déclaré aux douanes canadiennes les montants qu'il transportait. Par exemple, ici 4 000 € et 12 000 $ américains. Il n'existe pas de façon d'envoyer de l'argent à nos familles là-bas. On doit y aller et apporter l'argent nous-mêmes.
À Toronto, le 16 octobre 2003, Nourdine part pour Amsterdam. Il va en Irak à partir de l'Europe et va revenir au Canada à partir de la Syrie. La GRC informe aussitôt la CIA à Washington que les services de surveillance confirment que Nourdine est à bord d'un vol de KLM au Terminal 3 et qu'il voyage seul. Le SCRS avise les services de renseignement étrangers. Nous confirmons être à la recherche du citoyen canadien Moyed Noureddine et nous prendrons les mesures en vue de sa détention. Merci de votre collaboration si vous voyez l'individu. Comme dans les 3 autres cas, le SCRS s'empresse de fournir à la Syrie et aux États-Unis la liste des questions en vue de l'interrogatoire de Nourdine. À son arrivée en Syrie en janvier 2004, en transit pour le Canada, Nourdine est arrêté et un garde-frontière le conduit dans une pièce à l'arrière de l'édifice. Il m'a dit « Vous êtes recherché ». Qu'est-ce que ça voulait dire pour vous? Quand il m'a dit « Vous êtes recherché », ça m'a rappelé la dictature que j'ai connue en Irak. Vous pouvez détenir des gens sans donner aucune raison. Ensuite, un lieutenant est entré et m'a dit « Tu ne verras plus jamais la lumière du soleil ». Puis il est conduit à la même prison de Damas que les 3 autres Canadiens. Il y est torturé par les mêmes agents du renseignement militaire syrien. C'était comme si on mettait du feu sur une brûlure. Il levait son bras et il me fouettait les pieds de toutes ses forces. Pour Nourdine, il ne fait aucun doute que les questions qu'on lui pose viennent du SCRS et de la GRC. Ça m'a bouleversé. Mon pays, supposé s'occuper de ma sécurité. Comment pouvait-il envoyer ces questions et me laisser à leur merci dans la salle des tortures? C'était la cellule 3. C'était écrit sur la porte comme ceci. C'est le nombre 3 en arabe. Et il m'appelait 3. Il m'avait retiré mon nom. Durant toute ma détention, je portais le nom de ma cellule. La détention d'Abdullah al-Maliki en Syrie s'est poursuivie durant 22 mois. Amnesty International a construit une réplique précise de sa cellule. Je ne sais pas comment ils ont construit cet édifice, mais de ma cellule, je pouvais entendre tout ce qui se passait à l'étage des interrogatoires. Tous les cris, les tortures, j'entendais tout. Et c'était insupportable. Alors j'ai décidé d'inverser mes horaires. Je suis parvenu à dormir durant la journée et je me réveillais la nuit. Comme ça, je n'entendais pas les cris. Je pensais énormément à ce qui m'arrivait. J'excluais de mes pensées tout ce qui se passait hors de ma cellule. Je m'empêchais de penser à ma femme, à mes enfants, à mes parents. Vous pleuriez? Oui, tous les jours. Mais on ne se le permettait pas. Entre nous, la règle était de ne montrer aucun signe de faiblesse devant les autres détenus. On savait que tout le monde pleurait, qu'on avait tous des moments de vulnérabilité, mais on avait besoin de rester discret. En octobre 2003, Maher Arar est libéré par le régime syrien et rentre au Canada. Lors d'une conférence de presse, il annonce que lui et d'autres détenus ont été torturés. Notre gouvernement doit faire tout en son pouvoir pour garantir la sécurité des Canadiens détenus en Syrie et les aider à rentrer au pays. En janvier 2004, ça fait plus de 2 ans que des Canadiens innocents croupissent en prison à l'étranger avec la complicité du SCRS et de la GRC. L'ambassade canadienne à Damas fait enfin pression pour que le régime syrien les libère. Je tiens à remercier le gouvernement canadien. Le 13 janvier, le directeur d'école Moyed Noureddine est libéré et rentre au Canada 2 jours plus tard. Même fin pour le camionneur Ahmad El Mahati, libéré des prisons égyptiennes au début de 2004. Sa mère est venue au Caire. J'ai frappé à la porte, elle a ouvert et elle s'est évanouie par terre, ma mère. Elle m'a dit par après
que c'était un des plus beaux jours de sa vie. Le 10 mars 2004, l'homme d'affaires Abdullah al-Malki est aussi libéré en Syrie. Les membres de sa famille sont choqués en constatant son état. Certains étaient bouleversés quand ils me voyaient. J'étais vraiment très maigre. En fait, je pouvais compter mes côtes et mes os. En 2004, à Ottawa, on réalise de plus en plus que les forces policières et les services de sécurité ont dépassé les limites en donnant aux États-Unis et à d'autres États des renseignements menant à la torture de suspects. Et pourtant, en 2010, le gouvernement Harper émet une directive qui permet au SCRS d'utiliser des faits obtenus grâce à la torture s'il y a menace urgente contre la vie ou la propriété au pays. Disons que je reçois une information comme directeur du SCRS, suggérant de façon crédible que des vies sont menacées, qu'on a tout fait pour le vérifier et qu'il est possible que cette information ait été obtenue sous la torture. Je diffuserai ce renseignement s'il pouvait sauver des vies au pays. Les groupes de défense des droits de la personne diraient qu'en créant une demande pour des faits obtenus sous la torture, les tortionnaires vont continuer à torturer. Ça pourrait être vrai en partie, mais je les inviterais à assumer mon rôle quand je dirigeais le SCRS. Par exemple, disons qu'on fait face à une bombe qui est prête à exploser à Québec, à Red River ou ailleurs au pays, mais qu'on refuserait d'agir parce que cette information a peut-être été obtenue sous la torture. Selon le ministère de la Sécurité publique, sous le gouvernement Trudeau, cette directive ministérielle traitant des faits divulgués sous la torture est toujours en vigueur. Les décideurs dans ce dossier ont subi bien peu de contre-coups. Après qu'il ait fourni de faux renseignements dans le cas Maher Arar devant des comités parlementaires, on a poussé vers la sortie le patron de la GRC, Giuliano Zaccardelli. Il a été nommé à un poste de haut responsable à Interpol. Après son implication dans le cas de torture d'Al-Malki, l'ambassadeur canadien en Syrie, Franco Pilarella, a poursuivi sa carrière de diplomate et vit aujourd'hui une confortable retraite à Monte-Carlo. Et après avoir dirigé les actions de la GRC dans ce dossier, l'inspecteur Michel Cabana a été promu sous-commissaire de la GRC, poste qu'il occupe toujours. Il a refusé d'être interviewé pour ce reportage, le dossier étant toujours devant les tribunaux. Plusieurs policiers croient encore que les suspects canadiens étaient coupables et qu'ils ont en partie causé leur propre malheur. Je ne vous dis pas que ce dossier a été mené de la bonne façon, car ce n'est pas le cas. Mais on ne peut pas non plus simplifier et dire que le gouvernement était dans le tort pour tout ce qu'il a fait. Ils ont mal agi, eux aussi. 2 commissions d'enquête fédérales ont blanchi les Canadiens torturés et affirmé que le gouvernement canadien était responsable de leur mauvais traitement à l'étranger. En 2007, Maher Arar a reçu une indemnisation de 10 400 000 $ et des excuses officielles de la part du premier ministre du Canada. Les commissions d'enquête ont établi une responsabilité bien plus directe du gouvernement dans la torture d'Al-Malki Nourdine et El Mahati. Pourtant, depuis 10 ans, ils mènent une bataille en cours pour obtenir réparation. Je crois que j'ai été maltraité par mon gouvernement. Il m'a trahi et trahi ma confiance. Il ne m'a pas porté secours quand j'étais en danger. C'est eux qui ont causé mes tortures. C'est eux qui ont fait que j'ai été détenu. Ils ont fait perdre énormément d'argent à mon entreprise. Mes frères ont vu leur vie détruite, la vie de mes enfants est détruite. Et le gouvernement n'a strictement rien fait. Il n'a rien fait pour changer les choses ou pour nous rendre justice. Ma réputation a été salie. Les gens nous évitent de peur de devenir coupables par association. En fait, on vit comme dans les limbes. C'est comme si j'étais ni sur le sol, ni au fond de la tombe. À ce jour, le gouvernement du Canada n'a offert aucune excuse officielle ni aucune compensation aux 3 hommes.